on a tendance d'un peu pointer du doigt ailleurs pour dire voilà, c'est plutôt quelque chose qui implique les pays asiatiques, etc. Mais en fait, il faut savoir que l'Union européenne, on est demandeur pour ces espèces. Bienvenue chez Basilic, le podcast pour changer de regard et imaginer ensemble un futur désirable. Je suis Jeanne, votre hôte, et chaque semaine, je tends le micro à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous sentirez bien chez Basilic. Aujourd'hui, je reçois Mia. Mia travaille pour l'ONG internationale IFO et avec elle, je vais aborder une notion que je n'ai encore jamais traitée au micro de Basilic, à savoir le commerce illégal d'espèces sauvages. Mia est chargée, avec son équipe ainsi que toute l'équipe d'IFO, de lutter contre la criminalité faunique. Voilà de quoi nous allons parler aujourd'hui. Je vous laisse découvrir cet épisode qui, je l'espère, vous plaira. Bonne écoute à vous. Bonjour Mia, je suis ravie de vous recevoir au micro de Basilic. Je vais vous inviter à vous présenter et ensuite on parlera de votre métier et de ce qui vous amène au micro de ce podcast. D'accord, bonjour Jeanne, ravie d'être là, merci beaucoup pour cette invitation. Enfin, on trouve un moment pour le faire. Donc moi-même, donc je m'appelle Mia Tselnoevich-Cherrier. Je travaille au sein d'IFO, qui est le Fonds international pour la protection des animaux, et plus particulièrement, voilà, mon travail, c'est vraiment dans le cadre de lutter contre la criminalité faunique et voilà, suivre les projets au niveau de la France. Alors, je vais vous inviter à présenter IFO pour les auditeurs et les auditrices qui peut-être ne connaissent pas encore IFO, nous expliquer évidemment son rôle, mais également les différents volets de votre activité. Oui, tout à fait. Donc, IFO, c'est un acronyme anglais. Tout d'abord, c'est International Fund for Animal Welfare. En français, on dit le Fonds international pour la protection des animaux. Alors, IFO est une ONG internationale. Nous avons des projets dans plus de 40 pays tout autour du monde. Et je dirais que la mission principale d'IFO, c'est de viser une cohabitation harmonieuse entre les animaux et les hommes. Donc, trouver des solutions durables qui vont apporter des bénéfices des deux côtés, puisqu'on a cette vision qu'on est tous interconnectés. Et en fait, au sein d'IFO, on a, je dirais, deux volets principaux de travail. Donc, on a tout d'abord tout un côté qui est dédié à la conservation des espèces. Donc, en soi, ce que ça veut dire, c'est qu'on va regarder les menaces principales qui pèsent sur les espèces sauvages, donc la disparition de leur habitat, la surexploitation. Et c'est, en fait, on va mettre en place des projets, des programmes pour lutter contre ces menaces. Et quand j'évoque la surexploitation, je pense qu'on va arriver sur ça, mais c'est ça qui implique vraiment l'idée d'un commerce de ces animaux, que ce soit légal ou illégal, voilà. Et donc l'autre volet, c'est vraiment les programmes de sauvetage d'animaux. Et donc c'est là où on a un travail de soigner, réhabiliter et relâcher des animaux, des individus, voilà, pour ensuite permettre de les relâcher dans leur état sauvage et maintenir des populations stables. Voilà. D'accord, donc c'est assez global finalement, vous agissez sur différents volets. Alors j'aimerais que l'on s'intéresse au trafic d'animaux sauvages exotiques. C'était vraiment le sujet, moi, qui me tenait à cœur pour cet épisode de Basilic. Évidemment que toutes les activités d'IFO pourraient être intéressantes pour un épisode, mais il fallait choisir un axe. Et en commençant à travailler sur cet épisode, j'ai appris que l'Union européenne est l'un des premiers importateurs mondiaux d'animaux sauvages destinés à être vendus comme animaux de compagnie exotiques. Ça, j'ai trouvé cette info dans un rapport que vous avez publié il y a quelques semaines. Déjà, j'aurais aimé qu'on revienne sur ce terme de trafic d'animaux sauvages exotiques. Qu'est-ce que cela signifie ? Est-ce qu'il y a une définition qui est codifiée, alors soit dans le droit français ou peut-être dans le droit européen ? Oui, donc le trafic d'animaux sauvages exotiques, donc
Juste pour revenir sur la terminologie, quand on parle de ce trafic, c'est la notion d'un commerce illicite. Donc tout ce qui est en dehors du cadre réglementaire, en lien avec la vente des espèces sauvages. Donc ça peut être, pour vous donner des exemples très concrètement, ça peut être des produits dérivés des espèces sauvages. Donc là, ivoire par exemple, la Condorino, ce sont voilà les plus connus. Après, il y a des peaux, des fourrures, des dents, des griffes, etc. Mais après, il y a tout l'autre côté qui est vraiment le commerce des espèces vivantes en elles-mêmes. Et c'est là justement ce que vous venez d'évoquer, c'est le commerce à des fins des animaux de compagnie. Voilà, les gens qui souhaitent posséder ces animaux chez eux pour les avoir comme des animaux de compagnie. Donc en fait, c'est ça l'idée. Après, pour revenir sur votre question, est-ce que c'est codifié? Tout à fait. La notion de ce trafic, c'est tout à fait codifié. Non seulement c'est codifié, mais c'est un trafic qui se classe parmi les activités criminelles les plus lucratives au monde. En fait, c'est un trafic qui se place juste derrière d'autres trafics bien connus, comme le trafic des drogues, le trafic des êtres humains, la contrefaçon. Et en fait, c'est quelque chose qui est alimenté par des très, très gros profits et malheureusement un faible risque. Puisque, ces autres trafics bien connus, c'est pas le même niveau de gravité, de sérieux donné à ce type de trafic des espèces sauvages. Et en fait, c'est une cause majeure de la disparition de la biodiversité aujourd'hui. Donc c'est aussi quelque chose que je voulais juste souligner. Ouais, et en fait, ce que vous avez évoqué, le fait que l'Union européenne, voilà, le rôle joué par, l'Union européenne, c'est très important de souligner ça parce que souvent les gens pensent, voilà, on a tendance d'un peu pointer du doigt ailleurs pour dire, voilà, c'est plutôt quelque chose qui implique, les pays asiatiques et cetera. Mais en fait, il faut, savoir que l'Union européenne, on est demandeur pour ces espèces. Donc que ce soit d'un commerce licite ou illicite, on veut ces animaux chez nous, et donc on est tout à fait impliqué dans tout ce trafic, voilà. De quel type d'animaux est-ce qu'il peut s'agir, par exemple? Alors pour, tout ce qui est qui concerne en France, c'est ce que je suis de plus près, on est surtout, si on parle des espèces vivantes en tout cas, on est sur, surtout des reptiles, des tortues, tortues hermanes, tortues grecques. On est aussi sur des oiseaux, alors comme des aras, des perroquets, de l'Amazonie, le gris de Gabon. Voilà le type d'espèces qu'on peut trouver relativement facilement, en vente, surtout en ligne, voilà, qui sont concernés. On les trouve en ligne, vous dites surtout en ligne, ça veut dire qu'on peut aussi les trouver en magasin. Est-ce qu'il y aurait des magasins qui ne respecteraient pas ces interdictions, comme ça peut être le cas par exemple avec la pêche où assez régulièrement on trouve du requin sur les étals alors que c'est tout à fait interdit? Alors, c'est vrai que pour tout ce qui est marché, physique, en général, c'est beaucoup mieux réglementé puisque il y a pas d'anonymat derrière. En fait, la personne est physiquement présente pour vendre, les espèces. C'est ça, on peut revenir sur tout ce qui est la problématique de tout ce qui est vraiment vente en ligne. Sur tout ce qui est marché physique, c'est moins problématique, mais ceci dit, ça existe encore. Il y a bien des interventions de la part des forces de l'ordre qui vont intervenir dans des marchés en Europe. J'évoque le marché de Hamm en Allemagne, bien connu. Et donc ça arrive, ça, des fêtes foraines et tout ça, ça peut tout à fait arriver. Mais vraiment, le grand problème aujourd'hui, c'est vraiment tout ce qui est commerce en ligne. Justement, comment est-ce que ça se passe ce commerce en ligne? Alors admettons qu'on achète une tortue ou un gris du Gabon. Les personnes qui mettent en vente ces animaux sauvages exotiques sont donc des cybercriminels puisqu'ils ne respectent pas la réglementation. Comment est-ce qu'on peut parvenir à les faire condamner? J'imagine que c'est très difficile puisque tout ce qui se passe sur le web est assez nébuleux et difficile à traquer aussi. Oui, tout à fait. Donc, quand on parle de ce type de trafic, bah, moi, voilà, la vision que j'aime toujours regarder que c'est une chaîne. En fait, ça part d'un point de source, passons par transit et après destination. Et en fait, c'est cette destination où il y a les consommateurs, la demande. Et donc internet, malheureusement, comme pour tout, hein, c'est un marché,
qui est ouvert tout le temps, 24 sur 24, 7 jours sur 7, et ça permet aux consommateurs de s'approvisionner de ces spécimens. Le vrai défi qui constitue Internet, c'est que même s'il y a des lois qui réglementent le commerce, ces lois ont tous été mis en place bien avant l'apparition de l'Internet. Donc, en fait, il faut adapter la législation pour répondre à ce défi particulier qui est Internet. La grande problématique, c'est qu'il y a un anonymat derrière, c'est caché. Donc, en fait, les forces de l'ordre, pour pouvoir poursuivre les cybercriminels, c'est beaucoup plus compliqué. Ça demande un besoin de vraiment creuser très loin. Et là, pour ça aussi, il faut des moyens de la part des forces de l'ordre, il faut du temps, des outils, certains pouvoirs. Et c'est dans ce sens où IFO pousse depuis des années pour leur donner ces moyens. Mais principalement, pour répondre à votre interrogation sur les cybercriminels, tout à fait, c'est le même niveau c'est comme si quelqu'un vendait des espèces physiquement au marché virtuel, les mêmes lois s'appliquent. Et en fait, ce que je voulais aussi souligner, c'est que tout ce qui est vente en ligne, c'est vraiment quelque chose qui est aussi alimenté par la promotion de la position d'animaux de compagnie exotiques sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment, on a vu une tendance voilà, que ça met un peu en mode ça, et ça empire cette problématique. Oui, c'est le cas notamment avec les reptiles, mais aussi avec les fauves, j'imagine. Oui, tout à fait. Donc en fait, mais même les gens peuvent penser, même en postant des vidéos, quelqu'un poste cette vidéo de soi-même avec un animal comme ça banalise le fait d'avoir ces animaux chez soi, ça donne l'envie parfois aux autres gens de faire pareil, ce qui est vraiment dommage. Et voilà, ça c'est un cercle vicieux qui se crée avec ça. Et donc, vous, au sein d'IFO, donc on l'a compris, hein, les personnes qui vendent ces espèces protégées sont bien évidemment des cybercriminels. Le fait de vendre en ligne n'exclut pas que les règles s'appliquent. Comment est-ce que vous parvenez à les traquer ? Est-ce que vous arrivez à travailler main dans la main avec les autorités pour obtenir des condamnations ? Comment ça se passe ? Pour tout ce qui est les condamnations, c'est vrai que c'est très compliqué, mais une grande partie du travail d'IFO, donc c'est non seulement de faire des veilles et de recherches pour comprendre un peu les tendances de ce qui se passe, mais ensuite on va faire une sorte de tri par rapport à ce qu'on trouve et soumettre des données auprès des forces de l'ordre avec lesquelles on travaille depuis des années en France et d'ailleurs dans d'autres pays. Pour voilà leur avis et pour la poursuite si possible de leur côté. Voilà, ça va être notre côté de transmettre ces infos. Après, c'est les forces de l'ordre de faire le suivi. Alors, ce qui peut être souvent frustrant, c'est la difficulté d'avoir des retours, puisque aussi les forces de l'ordre ont des limites en termes de capacité. Mais ça nous est arrivé par le passé d'avoir poursuite de certains cas. Je me souviens un cas très concret, c'était une peau de léopard qui a été transmise auprès des douanes à l'époque. Et là, il y a eu une poursuite derrière. Et il y a eu une saisie des défenses aussi qui était impliquée. Donc parfois, ça arrive, mais c'est vrai que c'est... voilà, j'aimerais bien vous dire que ça arrive plus souvent de ce qui se passe en réalité. Oui, d'accord. Malheureusement. Malheureusement, oui. À part de ce côté de transmettre des informations, des données, etc., une grande partie du travail d'IFO, c'est aussi de faire de lobbying auprès des hommes politiques pour renforcer les pouvoirs de la part des forces de l'ordre. Donc justement, dans la législation française dernièrement, il y a eu des pouvoirs qui ont été transmis auprès des forces de l'ordre. Par exemple, ce qu'ils appellent le pouvoir, le coup d'achat, qui permet les inspecteurs d'environnement de pouvoir en fait se poser comme des pseudo-acheteurs pour donner suite à des ventes, pour ensuite avoir des preuves pour poursuivre les cybercriminels. Donc, ce sont des choses qui sont en cours, mais c'est juste un exemple qui montre voilà les besoins réels de la part des forces de l'ordre, parce que en fait à la base ce pouvoir, ça c'était déjà le cas pour d'autres types de trafic, mais pas pour tout ce qui était en lien avec les espèces sauvages. D'accord. Et vous le disiez tout à l'heure, Internet est le principal vecteur du commerce illicite d'animaux et d'espèces protégées.
Et justement, en lisant votre rapport, je suis un peu tombée des nues lorsque j'ai découvert que le trafic d'ivoire authentique représentait 11% du commerce d'espèces sauvages. Ça me paraît être un chiffre considérable, d'autant plus que le trafic d'ivoire, on en parle depuis des années. Il y a eu de grandes campagnes de sensibilisation à ces sujets, donc j'aurais eu tendance à penser que c'était davantage endigué. Comment est-ce que vous pouvez vous y prendre? Alors bien évidemment en jouant un rôle auprès des politiques, mais comment est-ce qu'on va parvenir à endiguer ce trafic en fait? Tout à fait. Pour tout ce qui est ivoire, c'est vrai que dans la tête de beaucoup de gens avec les échanges que j'ai, les gens pensent ok, c'est quelque chose dans le passé, c'est interdit, voilà. Mais en fait, nos veilles sur tout ce qui est vente en ligne, quand on a commencé ces veilles en 2004, on a vu tout au début, surtout, en fait, la grande majorité de tout ce qui se vendait en ligne, c'était vraiment de l'ivoire. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a commencé une collaboration. À l'époque, c'était avec eBay, où c'était la grande partie des spécimens trouvés sur leur plateforme, pour leur dire, OK, il faut complètement interdire le commerce d'ivoire sur votre site parce que, voilà, ça devient vraiment problématique et impossible de savoir s'il s'agit des ventes licites ou illicites. Et donc, je dirais que quand on a commencé, clairement, c'était l'objet le plus vendu. Aujourd'hui, les tendances, j'aurais tendance à dire que ça s'est amélioré, surtout parce qu'en fait, il y a eu des restrictions beaucoup plus restrictives au niveau du commerce d'ivoire dans tous les grands marchés qui étaient avant légaux, aux États-Unis, en Chine, mais aussi en Europe. Il y a un an, il y a eu des mesures beaucoup plus restrictives mises en place. Donc tout ça fait au niveau de la législation que ça s'améliore. Mais malheureusement, il existe toujours des dérogations qui font que c'est très compliqué pour les forces de l'ordre et pour les ONG comme nous de suivre derrière. En fait, ça, je dirais que ça vient du fait que c'est un marché gris. C'est pas tout de suite clair si c'est licite ou illicite une fois qu'on voit une annonce en ligne, mais il faut creuser pour aller plus loin. Et ça demande des moyens, etc. Parce que quel type de marché est licite en matière de vente d'ivoire? Alors, moi, je dirais tout ce qui est maintenant, depuis les dernières restrictions qui sont mises en place, ça devient pratiquement impossible de vendre l'ivoire de façon illicite. Par contre, il y a, je dirais, pour des détails, en fait, ils vont dire si l'objet date avant une certaine date. Donc là, on parle de 1947. D'accord. Ça pourrait en théorie être possible, mais surtout avec un certificat. Et ce certificat, déjà, il faut l'obtenir de la part des autorités, c'est pas toujours évident. Et deuxièmement, donc il faut vraiment de l'expertise pour assurer qu'il s'agit d'ivoire qui date vraiment d'avant cette date. Et voilà, donc en général, c'est aujourd'hui, on peut parler du fait que quand on voit l'ivoire vendu au sein de l'Union européenne, il faut vraiment vérifier derrière, parce qu'en général, c'est interdit pour tout ce qui est brut, complètement interdit, c'est sûr. Et dès qu'il y a des critères qui disent pour exportation en dehors de l'Union européenne, ça c'est complètement interdit, c'est suspendu aujourd'hui. Donc vraiment, c'est beaucoup plus restrictif aujourd'hui, ce qui facilite notre travail. Mais ça veut pas dire qu'il faut pas faire un suivi derrière. Moi, je suis cette thématique tous les jours de tout ce qui se passe. C'est une chose d'avoir la législation en place, mais après c'est complètement une autre thématique de voir l'application de la loi derrière. Et donc, pour répondre à votre question, comment on peut vraiment faire pour endiguer cette problématique, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, les éléphants continuent d'être braconnés pour leur ivoire. Donc, tous les ans, on parle de 10 000 éléphants qui continuent d'être tués pour ça, pour répondre à cette demande en ivoire. Derrière aussi, il y a des victimes humaines. En fait, on parle de 1000 rangers qui ont perdu leur vie en 10 ans en protégeant ces espèces. Donc, tout d'abord, il faut se positionner clairement contre toute forme de commerce. Il faut maintenir ce tabou parce que finalement, c'est ce commerce qui stimule cette demande. Et il faut enlever
enlever ce marché qui sert aussi de couverture pour blanchir de l'ivoire illicite. Ça, on a vu dans des maisons de vente aux enchères en Europe, en France, voilà, des faux certificats qui circulent, etc. Donc, il faut clairement avoir une position très claire là-dessus, aussi en tant que citoyen, jamais s'impliquer dans ce commerce. Et donc, AIFO, ça fait des années où on fait beaucoup d'efforts de lobbying pour fermer tous les marchés d'ivoire existants. Et je dirais qu'on a eu pas mal de réussite là-dessus, heureusement. Mais au-delà de faire ce lobbying, il faut aussi apporter une solution aux gens. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent héritiers des objets en ivoire. Ça peut être leurs parents ou grands-parents qui ont fait des voyages, je sais pas, dans les années 50, 60 en Afrique. Ils ont ramené des objets. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent un peu gênés avec des objets en ivoire chez eux. Ils savent pas trop quoi en faire. Ils peuvent pas le vendre, heureusement. Et donc, il faut aussi, de ce côté-là, mener une action pour offrir une solution auprès des gens qui veulent se débarrasser de leur ivoire. Et donc là, je vous évoque notre projet qui s'appelle « Je donne mon ivoire ». Et le principe de ce projet, c'est de dire aux gens, si vous souhaitez vous débarrasser de vos objets, vous pouvez nous les donner à des fins de destruction. Et pourquoi? Parce que comme ça, on va enlever toute possibilité de leur remise sur le marché à l'avenir. Donc c'est une petite partie de travail de la protection des éléphants, c'est un geste symbolique. Voilà, donc je voulais évoquer aussi ça comme une pierre à l'édifice pour protéger les populations d'éléphants encore vivants aujourd'hui. Et vous faites bien parce que ça pourra sûrement intéresser certains auditeurs et certaines auditrices. Et donc vous le disiez, vous travaillez au sein de AIFO depuis plusieurs années. C'est une ONG qui est bien implantée, donc j'imagine que vous avez aussi un regard sur les évolutions du commerce illégal d'animaux sauvages en Europe et en France ces dernières années. Est-ce que vous avez constaté une amélioration avec un commerce qui aurait tendance à décroître ou au contraire une dégradation avec des espèces, de toujours plus d'espèces mises en vente sur le marché? Voilà, on peut se baser sur des saisies, mais il faut savoir que les saisies vont pas forcément montrer s'il y a une augmentation ou une réduction du trafic, parce que finalement, c'est aussi combien de capacités ont les forces de l'ordre de mettre des moyens dedans. C'est la priorité politique accordée à ce combat. Donc, c'est pas forcément ça qui va nous donner, des pistes pour savoir si ça s'améliore ou pas. En revanche, ce que je pourrais dire là-dessus, c'est qu'au niveau de l'Union européenne, clairement, et au-delà, je dirais aussi au niveau global, il y a clairement eu une prise de conscience politique. Je peux aussi évoquer le plan d'action de l'Union européenne. Donc ça, c'est un plan d'action qui est sorti en 2016, la première version. Et c'est un plan d'action qui regarde vraiment le rôle joué par l'Union européenne. En fait, la communauté politique s'est rendu compte qu'il fallait vraiment mettre plus des moyens d'action au sein de l'Union européenne pour lutter contre cette problématique. Et donc, c'est assez symbolique de la mise en place de ce plan d'action. C'est un plan d'action qui, à la base, durait 5 ans. Ça vient d'être republié avec plusieurs améliorations, notamment vraiment avec des points qui disent il faut améliorer la lutte, l'idée de lutter contre la demande pour ces objets, pour ces spécimens vivants aussi. Mais en fait, c'est sûr que si on regarde juste le commerce des espèces sauvages exotiques, malheureusement, c'est quelque chose qui est toujours, ça menace toujours la conservation des espèces aujourd'hui. Et voilà, les réseaux sociaux, ça empire ça. Je vais prendre l'exemple des grenouilles de verre. De grenouilles de verre, ce sont des espèces d'origine qui viennent de l'Amérique latine. Et ces espèces sont bien convoitées dans le commerce des espèces sauvages exotiques. Et on sait que, par exemple, c'était en 2016, aux États-Unis, ils ont vu qu'il y avait une importation, il y avait peut-être une dizaine d'individus qui étaient mis dans le commerce.
Mais 5 ans après, ce nombre a vraiment augmenté jusqu'à 5700 individus à peu près qui étaient impliqués dans le commerce. Donc clairement, la demande, voilà, c'est toujours en augmentation. Pour ces espèces, le commerce des espèces sauvages exotiques, c'est toujours la demande est toujours extrêmement problématique. Il faut vraiment mettre des moyens pour combattre, lutter contre ça et comprendre surtout les motivations derrière. Pour posséder de telles espèces. Mais voilà, je veux quand même rester optimiste dans le sens que les discussions politiques, les législations vont dans le bon sens. J'évoque aussi les discussions autour de la mise en place d'une liste positive au sein de l'Union européenne, la France. Donc, pour vous expliquer, l'idée d'avoir une liste positive, c'est l'idée de dire au lieu de dire ok, pratiquement c'est possible la détention de toutes les espèces sauvages, sauf mais dans certaines conditions, au lieu de passer de cette idée, de dire ok, on va dire que tout le commerce en principe et toute la détention c'est interdit, mais seulement dans certains cas, pour certaines espèces où on a beaucoup de données scientifiques qui prouvent qu'il n'y a pas d'implication néfaste pour les populations vivantes, pour ces espèces, c'est possible. C'est possible. Et dans ce cas-là, ils vont lister une liste des espèces sur cette liste positive dont la détention devient possible. Et c'est cette idée-là qui est aujourd'hui poussée au niveau français, aussi européen. Et je pense que ça va vraiment dans le bon sens pour changer notre rapport avec la nature aujourd'hui. Tout à fait, ça c'est assez encourageant. Est-ce que vous disiez que vous aviez fait du lobbying auprès de eBay à l'époque. Est-ce que vous travaillez aussi avec les réseaux sociaux pour que, par exemple, les vidéos de personnes qui détiennent des reptiles ou des fauves puissent être signalées ou finalement bannies? On n'a pas le droit d'exposer le corps d'une femme. On pourrait ne pas avoir le droit d'exposer un fauve détenu en captivité illégalement. En fait, pour tout ce qui est réseaux sociaux, les plateformes en général, ça fait longtemps qu'on a des collaborations en place. Donc, ça a commencé avec eBay en 2008, mais aujourd'hui, ça s'est développé en une coalition. C'est la coalition pour mettre fin au trafic d'espèces sauvages en ligne. Et c'est quelque chose qui est en place depuis 2018. On fait ensemble avec d'autres ONG comme WWF et le Trafic. Et aujourd'hui, cette coalition implique plus de 40 entreprises, des plateformes de vente en ligne de tout le monde. C'est vraiment partout. Et effectivement, dans le cadre de cette coalition, le travail concret, c'est de voir ce qui se passe déjà sur leur site, sur les plateformes, de former leurs équipes de détection pour détecter des spécimens douteux. Et voilà, aussi les sensibiliser dans le sens d'améliorer aussi leur politique. C'est vrai que nous, on part souvent du principe que c'est beaucoup plus facile si ces plateformes interdisent grosso modo la vente de ces spécimens, parce que ça permet tout de suite de identifier les annonces qui vont à l'encontre de leur réglementation en vigueur. Donc ça, c'est quelque chose tout à fait qui est en place depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, dans le cadre de cette coalition, il y a eu plus de 11,6 millions d'annonces qui ont été soit bloquées, soit retirées. Bon, donc c'est assez encourageant, même si évidemment il y a de plus en plus de réseaux sociaux aussi qui existent et de plus en plus d'utilisateurs, donc ça complexifie votre travail, j'imagine. Tout à fait, ça passe souvent voilà, près des autres plateformes, mais voilà, il y a ça va dans le bon sens. Et aussi au niveau de la législation, je peux évoquer le Digital Services Act, c'est la législation sur les services numériques. C'est quelque chose qui se travaille au niveau européen, qui commence à regarder comment mieux contrôler le commerce en ligne sur plusieurs thématiques, mais y compris aussi tout ce qui est espèces sauvages,
comment mettre une obligation légale sur les plateformes de suivre ce qui se passe sur leur site, faire des vérifications régulières, etc. C'est quelque chose qui vient d'être voté et qui va commencer à entrer en vigueur à partir de l'année prochaine. Donc, je dirais qu'avec tous ces mouvements, ça va dans le bon sens et il y a une prise de conscience générale aussi auprès des plateformes. Alors, tant mieux. On reste sur une note un peu plus positive. Merci beaucoup, Mia, d'avoir répondu à mes questions. La dernière question que je voulais vous poser, c'était de savoir comment est-ce que, en tant qu'auditeur et auditrice de Basilic, on peut agir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider IFO dans cette lutte contre le commerce illégal d'espèces sauvages protégées? Oui, alors déjà, il y a tous les moyens bien traditionnels de suivre notre travail. Voilà, s'inscrire à notre newsletter. Vous pouvez aller sur notre site ifaw.org pour suivre tout ça. Mais au-delà de ça, je dirais vraiment en lien avec cette thématique très concrète qu'on a évoquée. Voilà, pour tout ce qui est commerce en ligne, souvent on s'appuie sur le soutien de nos sympathisants qui vont aussi être un peu nos yeux pour voir ce qui se passe. Donc, si vous tombez sur des annonces qui vous paraissent douteuses, vous pouvez toujours nous les signaler, aussi les signaler auprès du plateforme, montrer votre désaccord avec ce type d'annonce. Et aussi pour évoquer la thématique du problématique autour de la possession des espèces sauvages et exotiques chez nous. N'hésitez pas de sensibiliser autour de vous. Si vous connaissez des gens autour de vous qui réfléchissent éventuellement à avoir ces animaux chez eux, d'en parler, de réfléchir, est-ce que c'est vraiment des animaux qui sont adaptés pour être chez nous? Je pense que vraiment chaque citoyen a un moyen d'action, un rôle à jouer là-dessus. Voilà, de surtout pas s'engager dans ce commerce qui entretient une demande néfaste pour les populations à l'état sauvage. Voilà. Génial. Merci beaucoup, Mia, pour votre temps et d'avoir répondu à mes questions. J'invite les auditeurs et les auditrices à consulter le site d'IFO qui regorge d'informations et j'indiquerai aussi dans la barre de description de l'épisode les rapports que j'ai mentionnés qui sont assez faciles à lire et qui pourront sûrement intéresser certains auditeurs et auditrices. Merci beaucoup, Mia. Merci, Jeanne. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, j'imagine qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à Basilic sur votre application de podcast favorite pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et LinkedIn @BasilicPodcast pour découvrir les coulisses de tous les épisodes et de toutes les interviews. Et enfin, si l'univers du podcast vous intéresse, alors je vous invite à jeter un œil à basilicpodcast.com. Vous y découvrirez Basilic Studio, la formation que j'ai créée pour vous accompagner à lancer votre propre podcast et surtout le podcast de vos rêves, mais également Basilic Lab, l'agence qui nous permet de créer des podcasts pour des marques audacieuses et des thérapeutes engagés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez grand soin de vous.